Bonjour, nous allons vous présenter notre projet scientifique et technique réalisé par Baptiste Crépel, Bonjour. Antoine Bailly, Bonjour. et moi-même, Alban Navarro. Donc, les mécanismes souples marquent une nouvelle ère de l'ingénierie mécanique. En effet, ils sont à la frontière entre les mathématiques, l'ingénierie et l'origami. Le professeur Larry Howell, enseignant à la Brigham Young University, est un pionnier dans la recherche des mécanismes souples et a démontré qu'un système pouvait être à la fois flexible mais aussi très fort. À l'écran, vous pouvez apercevoir un système qui a été réalisé par Larry et ses équipes en partenariat avec la NASA, qui est donc un exemple concret d'un mécanisme souple dans un milieu professionnel. L'objectif de ce système ici est d'orienter un propulseur de satellite dans toutes les directions à l'aide de deux moteurs fixés sur le mécanisme souple. Donc voici l'agenda de notre projet. Nous allons commencer par une petite présentation de celui-ci et nous verrons les différentes étapes de modélisation que nous avons pu effectuer sur le logiciel d'éléments finis Abaqus. Nous pourrons revenir aussi sur le choix des matériaux, sur le premier prototype que nous avons effectué et sur les tests associés à celui-ci et aux différentes simulations qui ont abouti suite au test. Nous parlerons également des petites analyses que nous avons faites suite à tous ces prototypes réalisés et nous ferons une petite conclusion pour terminer. Alors, quels sont les objectifs principaux de notre projet ? Le premier était de concevoir, de calculer et de réaliser un mécanisme flexible, et le deuxième était de réaliser ce mécanisme flexible en un seul tenant, c'est-à-dire sans joint ni élément d'assemblage de type écrou ou boulon, par exemple. Les mécanismes flexibles ont de nombreux avantages, donc nous pouvons les parcourir rapidement ensemble. Le nombre de pièces de nos systèmes sont réduits, car il s'agit de systèmes monoblocs. Le processus de production est très facile. Les coûts sont optimisés, les mouvements sont précis car il n'y a pas de jeu et ce qui limite l'usure également. Les performances sont optimisées, les appareils sont très fiables sur une longue période et l'absence d'émission de particules due à l'absence de frottement favorise une durée de vie augmentée et favorisée. Alors comment avons-nous choisi notre projet ? Tout s'est passé lors de la première séance de brainstorming dans laquelle de nombreuses idées ont émergé, comme par exemple un coupe-feuille, un casse-noisette, un capodastre, un mousqueton ou encore une passe à linge. Cependant, certains de ces projets avaient déjà été réalisés par nos prédécesseurs des années précédentes, et c'est pourquoi nous avons choisi, avec notre enseignant, d'étudier le capodastre. Alors, intéressons-nous un peu au fil conducteur de notre pensée. Nous allons commencer par prendre un capodastre classique, donc qu'on peut trouver dans le marché, tout à fait normal, le plus commun, et nous avons tenté de l'analyser. Donc, il se trouve qu'il est composé d'articulations rigides qui sont couplées par un ressort et une liaison pivot. Donc, le ressort va servir à maintenir en position fermée une mâchoire qui, elle, est serrée autour du manche de la guitare. La deuxième étape a été de redessiner, repenser ce modèle de manière à ce qu'il puisse être adapté à une articulation flexible et de l'intégrer à un logiciel de modélisation. La troisième étape a été de modifier comme il fallait ces premières idées d'esquisse afin d'en ressortir et de produire un prototype fonctionnel à l'aide des méthodes disponibles à la GM Factory. Concernant le logiciel, nous avons utilisé donc un logiciel d'éléments finis qui s'appelle Abaqus et qui a été développé par Dassault Systèmes. Donc la première étape par laquelle nous avons commencé était la mise en forme d'une esquisse virtuelle pour le capodastre et l'application de différents paramètres physiques pour ce modèle. Donc c'était des paramètres intrinsèques, des paramètres propres aux matériaux, comme par exemple le coefficient de Poisson ou le module Young. Ensuite, nous avons eu à créer un maillage pour pouvoir appliquer différentes contraintes et forces sur ce modèle. Nous avons choisi un maillage irrégulier,
ce qui nous a permis de concentrer les mailles les plus fines et donc les calculs, le plus grand nombre de calculs sur les zones qui étaient plus sujettes à des déformations ou des contraintes importantes et dont nous voulions connaître les propriétés. L'étape suivante a été de parvenir à modéliser le mouvement classique d'utilisation du capodastre. C'est-à-dire que nous avons modélisé une main qui est représentée par la courbe blanche numéro 1, qui vient appuyer sur la poignée du capodastre afin d'ouvrir en numéro 2 la mâchoire du capodastre, à l'intérieur de laquelle va pouvoir s'insérer une section elliptique qui représente donc la section d'un manche de guitare, et ensuite la main qui se rétracte pour laisser la mâchoire se refermer de manière élastique autour du manche de guitare. Le choix du matériau était aussi un paramètre à considérer avec attention. Nous avons commencé par partir du principe qu'il nous fallait donc un mécanisme souple, ce qui signifiait que les efforts transmis devaient se faire par déformation élastique du matériau, ce qui interdisait toute plasticité. Cela nous a permis de réduire le champ des possibles. Et ensuite, nous nous sommes intéressés au caractère monolithique du projet, c'est-à-dire que notre mécanisme devait pouvoir être usiné en une seule fois. Là encore, nous avons pu réduire les possibilités. Le choix du matériau était donc primordial. Nous nous sommes orientés vers deux possibilités, c'est-à-dire à savoir les métaux et les polymères. Pour ce qui est des métaux, nous avons assez vite abandonné l'idée, puisque cela était généralement assez coûteux et surtout nous ne disposions pas des moyens nécessaires pour produire un modèle tel que le nôtre qui soit fonctionnel d'un point de vue dans un matériau métallique. Nous nous sommes donc orientés directement vers les polymères qui présentaient des caractéristiques intéressantes et qui pourraient être réalisables avec les matériaux, avec les moyens. Donc au GM Factory, plusieurs matériaux étaient à notre disposition, notamment un matériau polymère qui nous intéressait tout particulièrement, mais c'était un matériau qui était inconnu. Nous avons donc décidé de réaliser un essai de traction sur celui-ci afin de déterminer son module Young et donc de pouvoir le caractériser. À noter que nous aurions aussi pu réaliser un test de flexion, mais nous avons préféré ici nous tourner vers le test de traction. Donc concernant l'expérience, nous avons réalisé une éprouvette de 10 cm de long sur 2 cm de large. Nous l'avons évidemment placée entre les deux morts de la machine de traction et ajouté sur cette éprouvette un extensomètre. Donc l'extensomètre, ça permet de mesurer la déformation longitudinale de l'éprouvette. Donc c'est un objet qui est très précis. Cependant, il ne possède pas une plage de mesure infinie et donc nous n'avons pu l'utiliser que sur la déformation élastique de notre éprouvette. On peut voir au milieu le début de notre expérience. Donc on est sur la déformation élastique de notre éprouvette et sur la photo de droite, on peut voir la déformation plastique de notre éprouvette. À noter que cette photo n'est pas prise à la fin de l'expérience car notre éprouvette s'est grandement déformée. Donc après avoir réalisé ce test, nous en avons extrait une courbe. Donc c'est la courbe de la contrainte en fonction de la déformation. Et nous avons divisé cette courbe en plusieurs parties. La première partie, c'est la partie verte qui correspond à la déformation élastique de notre matériau. Nous nous sommes concentrés sur le graphique de droite, du coup, à la déformation élastique du matériau, cette partie linéaire. Et dans un premier temps, nous avons déterminé un premier module Young qui correspond au coefficient directeur de cette droite, qui était de 860 mégapascales. Après quelques réflexions, on s'est rendu compte qu'en fait, cette partie de la courbe linéaire n'était pas parfaitement linéaire et était un petit peu courbée. Et afin de réduire les incertitudes sur notre module Young, on a décidé de prendre simplement la portion orange que vous voyez à l'écran, qui est la partie la plus linéaire de la courbe. Et donc, avec ce choix, on trouve un module Young qui est de 787 mégapascales. Donc ça nous a permis de déduire que notre matériau, c'était du polyéthylène. On a aussi relevé au sommet de cette courbe verte la limite élastique de notre matériau qui est de 21 mégapascales. C'est un résultat qui est satisfaisant donc, pour l'utilisation de notre prototype. La partie grise que vous voyez, ça correspond à la déformation plastique
de notre éprouvette avec réduction de section. La partie jaune correspond quant à elle à la déformation plastique là aussi, mais sans réduction de section. Et la partie bleue correspond au processus de rupture. À noter que cette partie bleue n'est pas conventionnelle. Normalement, le processus de rupture est caractérisé par une courbe qui descend et qui effectue un saut jusqu'à sa rupture. Ici, c'est non monotone. On peut donc en déduire qu'on a eu des glissements lors de notre expérience. Ça a été vérifié en effet parce que notre rupture a eu lieu dans les morts de notre essai. On peut quand même noter que du coup, ce caractère non monotone nous indique que le processus de rupture a lieu environ à 500% de la déformation de notre éprouvette, ce qui est assez acceptable pour l'utilisation qui n'est pas très contraignante de l'objet qui est le capodastre. On a voulu vérifier que le matériau déterminé correspondait bien à du polyéthylène en utilisant le logiciel EduPac. On a croisé le module Young ainsi que la masse volumique du matériau et on est bien tombé sur du polyéthylène, ce qui montre que notre essai de traction a été très satisfaisant. Pour ce qui est du prototype, il nous a fallu ensuite choisir quel type de machine nous allions utiliser pour pouvoir réaliser notre objet. Donc, nous avions à notre disposition des imprimantes 3D, mais les matériaux proposés, notamment le PLA, qui est un polymère assez rigide, ou encore le PMMA, ces matériaux-là n'avaient pas des propriétés qui étaient convenables et qui se rapprochaient du polyéthylène. Donc, nous avons décidé de l'écarter, car ça ne marcherait pas pour effectuer le capodastre. Nous avons donc utilisé la découpe laser, puisque nous avions à notre disposition des plaques d'une épaisseur très satisfaisante de polyéthylène, et donc nous avons pu réaliser sans aucun problème notre prototype. On aurait aussi pu penser aux presses à injection plastique, qui seraient plutôt utilisables pour une industrialisation, pour une production de grande envergure, car ce sont des machines qui servent vraiment à avoir un débit important et qui ne sont pas adaptés à la fabrication de prototypes qui sont tous différents les uns des autres. Alors maintenant que notre prototype a été fabriqué, l'objectif est à présent de concevoir le meilleur capodastre possible pour notre prototype. Et pour cela, nous avons décidé de mener quelques expériences expérimentales. Donc nous pouvons l'illustrer comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Donc nous plaçons notre capodastre dans un étau et nous appliquons une force au niveau du point A en suspendant différentes masses suspendues à une ficelle et attachées à ce fameux point A. L'objectif est donc de calculer le déplacement de la barre et de la poignée, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, en fonction des différentes contraintes appliquées en ce point. Afin d'avoir une base de données comparative pour notre prototype, nous avons décidé d'effectuer la même expérience sur un capodastre du commerce que nous nous sommes fournis chez nous. Nous pouvons voir tout d'abord que le déplacement de la poignée est très semblable pour le capodastre du commerce et pour notre prototype. Notre prototype étant représenté par la courbe bleue et le capodastre du commerce par la courbe orange. Cependant, le comportement de la barre est légèrement différent pour les deux capodastres, ce qui montre que notre capodastre est légèrement plus flexible que le capodastre du commerce. Il reste à voir à présent si les pressions de contact de notre capodastre, du capodastre du prototype, seront suffisantes pour maintenir les cordes collées contre la frette. À noter qu'une guitare classique possède une épaisseur de manche comprise entre 20 et 25 mm environ, et nous avons remarqué que pour notre prototype, il suffisait d'appliquer une masse de 1 kg, alors que pour le capodastre du commerce, il fallait une masse un peu plus supérieure, autour de 5 kg environ. Tous ces résultats étaient très bien, mais ils étaient encore trop cantonnés à l'aspect physique et très réel. Nous devions donc trouver un moyen de les recouper avec des données issues des données virtuelles issues de notre logiciel. Pour cela, nous avons utilisé une des fonctionnalités d'Abacus qui nous permettait d'estimer les efforts de pression exercés
par le capodastre par la mâchoire lorsqu'il était en contact avec le manche de guitare. Donc, en relevant nœud par nœud, donc au niveau du maillage, nœud par nœud, les valeurs de ces efforts, nous avons pu intégrer selon deux paramètres, c'est-à-dire selon la longueur qui correspondait à la surface de contact et selon l'épaisseur du matériau, pour retrouver une force. Et cette force a pu être tout simplement associée à un poids qui a donc pu être ensuite associé au modèle réel. Et nous avons pu directement déduire les différences et peut-être les quelques changements à effectuer, les sources d'incertitude entre le modèle réel et le modèle réel et le modèle virtuel, ce qui nous a permis ensuite de modifier en conséquence notre capodastre virtuel. Nous en arrivons donc à la conception du capodastre final. Pour ce faire, nous avons changé légèrement l'esquisse du modèle. Nous avons augmenté l'épaisseur de la partie qui était supposée être déformée élastiquement afin de la rendre plus résistante. Et nous avons changé quelques autres paramètres, notamment pour augmenter l'ergonomie de notre capodastre, à savoir au niveau de la poignée, pour avoir une meilleure prise en main. Nous avons aussi, comme vous pouvez le voir sur la photo du dessous, rajouté une patte au niveau de la poignée avant, afin que celle-ci ne se déforme pas et que toutes les déformations élastiques se trouvent au niveau du point désiré. Et dernier détail qui n'était pas nécessaire, mais que nous avons jugé pertinent, nous avons rajouté une mousse qui permet d'atténuer les vibrations parasites qui auraient pu être observées lorsque les cordes vibrent contre le capodastre. Donc, pour conclure, nous avons réalisé notre prototype en utilisant le logiciel Abacus qui nous a permis de modéliser et de prévoir le comportement de notre système. Ensuite, nous avons choisi le polyéthylène et la découpe laser pour réaliser notre prototype. Nous avons effectué des tests expérimentaux et aussi des tests numériques que nous avons mis en parallèle afin d'améliorer notre prototype pour qu'il réponde au cahier des charges et aboutir à un prototype qui est parfaitement fonctionnel. Voici une vidéo du test du prototype. Donc avec et sans le capodastre. Donc on a bien pu voir que le ton a pu être modifié avec et sans le capodastre. Cependant, il y a encore quelques axes d'amélioration possibles pour encore améliorer notre prototype, comme par exemple concevoir de manière plus précise notre pièce grâce à un logiciel de CAO comme Solid Edge par exemple. On peut également choisir un matériau permettant d'absorber directement les vibrations parasites sans ajouter une mousse. Et enfin, nous pouvons aussi améliorer l'ergonomie afin de faciliter l'appréhension de notre capodastre. J'espère que ça a été clair et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.